C'est pas l'or qui monte par rapport à l'euro ou au dollar, c'est le contraire. C'est l'euro et le dollar qui se déprécient par rapport à l'or parce que l'or, lui, garde sa valeur et les autres, avec cette impression de monnaie, ils se dévaluent. Et donc, du coup, ce débasement monétaire, il est là, il devrait rester pendant un moment et tant qu'il existe, ce qu'on appelle des réserves de valeur, comme l'or, devraient continuer à s'apprécier. Bienvenue sur Unlocked, le podcast présenté par Swissquote qui donne la parole à celles et ceux qui bousculent les règles et réinventent leur secteur. Ils postent entre 10 et 15 fois par jour sur LinkedIn, ils citent le Zodiac chinois et les banques centrales dans la même semaine, ils gèrent plusieurs centaines de millions d'actifs chez l'une des banques privées les plus respectées de Suisse. Et avec ces longues journées, on se demande s'il a trouvé un fuseau horaire que personne d'autre ne connaît. Notre invité aujourd'hui, c'est Charles-Henri Manchot, CIO de CIS Group, analyste sans filtre des marchés mondiaux et l'une des voix les plus suivies de la finance sur LinkedIn. Charles-Henri, bienvenue dans Unlocked. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Tu es l'une des voix les plus suivies de la finance en ce moment, plus de 260 000 abonnés sur LinkedIn. Ça fait beaucoup, hein. Des analyses surtout, des marchés actions, Bitcoin en passant par la géopolitique. Je veux dire, on est en 2026, le monde a beaucoup bougé ces derniers mois. Pour quelqu'un qui vous suit depuis peu, c'est quoi votre lecture de l'actualité en ce moment, les grands thèmes qui occupent ton esprit? Alors, il y a pas mal de thèmes qui s'entrechoquent, on va dire. On dit toujours, pour que les marchés montent, il faut monter le mur des incertitudes. Je pense que les incertitudes, il y en a pas mal. Faut pas oublier qu'il y a une dizaine de jours, c'était la Cour suprême aux États-Unis qui annulait certains des droits de douane de Trump, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et puis, une semaine plus tard, on se retrouve avec un conflit au Moyen-Orient. Et au milieu de tout ça, on a toute la disruption liée à l'IA. Donc, ça fait quand même beaucoup de données, de nouvelles à absorber pour les investisseurs. Et je pense que de nos jours, il n'y a pas de problème d'accès à l'information. L'information, il y en a trop. Il y a trop de choses qui se passent. Ce qui est essentiel, c'est de revenir à ce qui est important. Et puis surtout, garder un objectif à long terme. Lorsqu'on investit, quels sont ses objectifs en tant qu'investisseur, que ce soit en termes de performance, quelle volatilité on est prêt à absorber. Parce que si vous n'avez pas d'objectif à long terme, alors effectivement, ça devient très compliqué. Puis aussi le côté émotionnel, parce qu'il y a toujours une tendance à surréagir par rapport aux événements. Et puis c'est là qu'on peut faire des grosses bêtises. Donc ça, l'actualité, on ne peut rien y faire. Il faut la prendre telle qu'elle est. Il faut essayer de filtrer les conséquences de cette actualité, de ce news flow sur les marchés. Et puis après, il faut surtout garder à l'esprit qu'est-ce qu'on veut faire avec son épargne, où on veut aller, dans quoi on veut investir, etc. etc. Et ça fait beaucoup de thèmes, hein. On va pouvoir discuter de plein de choses avec toi aujourd'hui. Merci encore d'être là avec nous. On ne fait pas de conseil en investissement durant cet épisode, donc tout ce qu'on va dire n'est pas un conseil en investissement. Peut-être commencer un peu macro et puis parler métaux précieux. Moi, je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens aussi en ce moment. C'est un peu la boussole dans la tempête, je trouve, entre les paranos et les survivalistes qui entendent souvent parler d'or, etc. Tu en as fait une conviction centrale depuis des années. Qu'est-ce que tu sais que les autres refusent de voir ? Alors, je pense que là, il y a beaucoup de gens qui ont compris que l'or, par exemple, devenait un actif essentiel à détenir dans un portefeuille, mais aussi sur le bilan d'une banque centrale, parce que c'est un des chouchous des banques centrales actuellement, l'or. Alors, pourquoi l'or ? Je pense qu'il y a deux thématiques essentielles. La première, c'est ce qui s'appelle le débasement monétaire. Je suis obligé de revenir une minute sur l'histoire de la monnaie. Lorsque la monnaie a été créée, très longtemps en arrière, au temps primitif, on échangeait des dents de mammouth ou bien une pierre comme monnaie. Il fallait faire un effort pour aller trouver cette devise. Ensuite, on est passé aux métaux précieux. Il fallait aussi faire un effort, il fallait creuser, il fallait utiliser de l'énergie pour trouver de l'or. Et puis après, on est passé au papier. Et le papier, au début, il était garanti par l'or. Et puis après, depuis Bretton Woods, tout ça s'est terminé. L'argent, il est créé avec l'imprimante par les banques centrales. Et du coup, il perd de son pouvoir d'achat. Et donc, du coup, quand il y a trop de liquidité, quand il y a trop d'argent, tout ce qui est tangible, tout ce qui garde quelque part sa valeur intrinsèque, a tendance à s'apprécier. Ce n'est pas l'or qui monte par rapport à l'euro ou au dollar, c'est le contraire. C'est l'euro et le dollar qui se déprécient par rapport à l'or, parce que l'or, lui, garde sa valeur, et les autres, avec cette impression de monnaie, ils se dévaluent. Et donc, du coup, ce débasement monétaire, il est là, il devrait rester pendant un moment. Et tant qu'il existe, ce qu'on appelle des réserves de valeur, comme l'or, devraient continuer à s'apprécier. Donc ça, c'est la première thématique par rapport à l'or. Et la deuxième, c'est qu'il y a ce qui s'appelle la dédollarisation. Je reviens en arrière.
puisqu'on est en temps de guerre. Il y a un autre conflit qui n'est toujours pas terminé, qui a commencé en 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Eh bien, ils avaient des bons du Trésor américain, les Russes, qui ont été confisqués par les Américains. Et donc, du coup, ça a fait réfléchir beaucoup de pays émergents qui se disent, le jour où tout d'un coup les Américains ne sont pas contents avec nous, les actifs, leurs actifs qu'on a accumulés, tout d'un coup, ils ne sont plus les nôtres. Donc, il faut qu'on trouve une alternative à tout ça. Et on le voit, depuis plusieurs années, les banques centrales n'arrêtent pas d'accumuler de l'or. Et d'ailleurs, l'or est passé devant les bons du Trésor en termes agrégés comme réserve parmi les banques centrales. Et donc ça, c'est deux grandes thématiques derrière l'or. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, les investisseurs particuliers qui ont complètement boudé l'or pendant des années sont en train de revenir massivement sur l'or, mais on en est très loin. Moi, je me souviens, en 2008, il y avait quelques allocations d'actifs dans les grandes banques privées, par exemple à Genève, où on se retrouvait avec 10, 15, 20% d'or sur la grille d'investissement. Là, on est très loin. Aux États-Unis, il est estimé qu'en moyenne, les particuliers détiennent entre 2 et 3% de leurs actifs en or. Donc, potentiellement, il y a encore du chemin. Donc, ce n'est pas une recommandation, mais c'est un constat, c'est que l'or a vraiment, disons, des thématiques macro qui sont en train d'entretenir le mouvement haussier. Et en plus de ça, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on est très loin de voir une situation où les investisseurs sont massivement investis sur l'or. Donc, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on pense du dollar maintenant ? Alors, le dollar, il faut aller à la source. Que veut Trump avec le dollar ? C'est assez particulier ce qu'il veut, parce qu'il aimerait que le dollar continue à être la devise la plus utilisée dans les échanges. Donc, tu parlais du pétrodollar, mais dans les échanges d'une manière générale. C'est pour ça, par exemple, qu'ils poussent les stablecoins, les fameux stablecoins qui sont adossés au dollar. Maintenant, ça a été un ennemi pour le gouvernement américain pendant pas mal d'années. Maintenant, c'est les Américains qui poussent le stablecoin. Pourquoi ? Parce que la plupart des stablecoins sont adossés au dollar, sont utilisés dans les pays émergents. Donc, à chaque fois que quelqu'un utilise les stablecoins, quelque part, il utilise une espèce de e-dollar. Donc ça, c'est une preuve que Trump et son administration veulent que le dollar continue à être utilisé massivement dans les échanges. Par contre, ils trouvent que le dollar est trop cher. Qui dit dollar trop cher dit exportation à risque des entreprises américaines, et donc ils souhaitent une dévaluation progressive du dollar. C'est un petit peu contradictoire, parce que d'un autre côté, il veut que la devise soit beaucoup utilisée, mais il aimerait que la devise perde en valeur. Donc il faut essayer de surfer, on va dire, entre les deux. Puis quand on parle de Trump, on pense aussi un peu à Elon Musk. Et il a dit quelque chose, Elon Musk, de profondément perturbant. C'est que la productivité allait exploser au point que les prix s'effondrent. Si c'est vrai tout ce qu'on croit sur l'investissement qui devient obsolète du jour au lendemain, vous avez relayé un peu la thèse sur l'implosion du système lié à la fin de la rareté. Est-ce qu'on parle d'une déflation technologique massive à venir ? Et si les prix s'effondrent vraiment, comment survit-on en tant qu'investisseur ? Oui, alors en ce moment, ça secoue beaucoup les marchés. Bon, il faut toujours prendre au sérieux ce que dit Elon Musk, parce qu'il a quand même fait certaines choses qui sont remarquables. Mais ce n'est pas seulement lui qui dit ça. Il y a par exemple, la semaine dernière, il y a eu un rapport de recherche par Citrini qui parle de ce qu'on appelle le PIB fantôme. Alors c'est quoi le PIB fantôme ? C'est que l'IA serait tellement puissante qu'elle permettrait des gains de productivité énormes, car les entreprises auraient beaucoup moins besoin d'humains, donc elles feraient beaucoup d'argent. Mais comme tout d'un coup, il n'y aurait plus d'emplois ou beaucoup moins d'emplois, ça créerait une récession assez terrible. Donc le PIB se maintiendrait grâce à la productivité des entreprises, mais par contre, le commun des mortels n'en bénéficierait pas du tout. Alors, tout ça, c'est un petit peu exagéré, dans le sens où, on le sait avec l'histoire, au début, les révolutions technologiques, c'est vrai, suppriment des emplois. On peut remonter très longtemps en arrière, au XVe siècle, lorsque Gutenberg a inventé l'imprimante. Ceux qui faisaient le script, ils ont perdu leur job, c'est assez normal. Mais après, grâce à l'imprimante et tout ce qui a suivi, il y a eu tellement d'emplois qui ont été créés, et ça a créé de la croissance et de l'inflation sur d'autres biens et services. Donc, c'est normal de passer par une phase où certains emplois vont être détruits, certains gains de productivité vont permettre effectivement une certaine déflation, mais très vite, tous ces gains de productivité, tous ces profits vont être réinvestis dans d'autres activités, vont créer d'autres emplois, qui vont créer de la croissance, qui sont eux-mêmes inflationnistes. Donc c'est complètement en ligne avec ce que nous enseigne l'histoire économique, avec les révolutions technologiques. Leur côté difficile, disruptif, mais aussi tout ce que ça crée derrière. La différence que je pourrais noter, en tout cas, entre Gutenberg qui a inventé l'imprimerie, c'est qu'il a inventé un outil
qui pouvaient être utilisés par l'humain. La différence peut-être aujourd'hui, c'est qu'on parle souvent de robots qui pourraient tout faire tout seuls, sans l'humain. Et c'est ça qui nous pose en fait la question, est-ce qu'on ne va pas vers un monde où l'humain ne travaille plus ? Alors moi, je suis un éternel optimiste et je vois pas ça comme ça. Je pense par exemple à tout le temps que je gagne grâce à mon utilisation d'Anthropic, de Claude, ChatGPT, etc. Et tout ce que j'arrive à faire en plus parce que j'économise beaucoup de temps grâce à ces robots. Et donc, j'ai envie de croire que l'humain va rester important. D'ailleurs, je trouve qu'il n'a jamais été aussi important. Les relations clientèle, etc. Lorsqu'on prend un avion ou un train pour aller voir des clients, je sais pas, moi, il me semble qu'il y a encore plus de chaleur qu'avant parce qu'il y a tellement de robots, il y a tellement de Teams, Zoom, etc. que je trouve que la relation humaine n'a jamais été aussi importante. Donc, j'ai envie de rester très optimiste par rapport à ça. Je pense qu'il va y quand même avoir des barrières par rapport au tout robot. Il y aura du robot et de l'humain. On peut appeler ça un conseiller hybride, si on est conseiller d'investissement. Mais donc, je pense que c'est surtout beaucoup de progrès, beaucoup d'opportunités à saisir pour tous ceux qui ont des idées à la manière d'utiliser l'IA. Et en parlant d'opportunités et les gens qui saisissent l'IA, il y a deux pôles en fait qui se créent. Il y a les US, Anthropic. Encore récemment, on a entendu parler qu'ils avaient des problèmes avec le gouvernement américain. C'est très lié à la politique, mais aussi les Chinois d'un côté. Kimi, DeepSeek, toutes ces boîtes. Tout le monde voit la montée, en tout cas en puissance de la Chine, avec ce problème, mais plein d'autres, pas seulement l'IA. Et on voit aussi le recul américain et l'Europe qui cherchent ses marques. Mais personne ne veut vraiment nommer le scénario à voix haute. Qu'est-ce qui se passe en fait dans tout ça, dans ce pôle autant IA, mais autant politique qui se passe. Avec ces tensions en accélération, c'est quoi le risque que les marchés refusent encore de pricer pour 2026, par exemple ? C'est des risques et des opportunités. C'est un monde presque bipolaire. C'est États-Unis versus Chine. Ils sont ultra dominants en termes d'IA, en termes de défense, etc. Et donc, par exemple, l'Europe, elle est un peu à la traîne là-dessus. Je rappelle la dernière révolution technologique, tu es peut-être trop jeune, mais la révolution Internet et télécom, il y avait plein de boîtes européennes qui étaient les stars. C'était Nokia, Ericsson, Alcatel, et là, l'Europe, elle est nulle part. Mais là aussi, j'ai envie d'être optimiste parce qu'on est en train de passer sur une deuxième phase de l'IA. C'est pas les entreprises qui investissent massivement dans du CAPEX, dans l'infrastructure, comme les Nvidia, etc. Évidemment, elle reste très puissante, il y a encore du potentiel sur ces valeurs, certainement. Mais on voit maintenant, on est passé à la phase 2.0, où c'est quelles sont les entreprises qui arrivent à utiliser l'IA au mieux. Et là, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas forcément les entreprises technologiques, c'est pas forcément les entreprises américaines, ça peut être des entreprises européennes. Ça peut être des entreprises financières, par exemple. Les entreprises qui ont besoin de beaucoup de connaissances humaines, grâce à l'IA, elles peuvent faire des économies là-dessus, en créant des nouveaux jobs, mais aussi en remplaçant des activités qui étaient peut-être coûteuses par rapport à ce qu'elles rapportaient. Et donc, ça améliore les marges et ça peut permettre aux titres cotés de s'apprécier. Donc, je vais prendre deux exemples simples. J'ai mentionné la banque. La banque, c'est typiquement une activité qui demande beaucoup de connaissances humaines. Il y a plein de choses qu'on peut améliorer ou remplacer grâce à l'IA, mais aussi plein d'opportunités qu'on peut créer. Et donc ça devrait aider les marges. Et puis, regardez chez Swissquote, je suis sûr que l'IA, ça peut être un outil formidable aussi pour vos clients. Donc, c'est pas juste pour économiser, c'est aussi pour améliorer vos produits, vos services et vos revenus. Ou simplement renseigner et éduquer. Je pense que ça fait grande partie Bien de sûr, ça. Ouais. Ouais. Et puis, par exemple, la pharma. On est très fort en pharma en Suisse. Imagine un peu les gains qu'on va pouvoir avoir en termes de diagnostic, en termes de tests de médicaments. Donc là, c'est plus Nvidia ou Broadcom qui en profitent. Ça peut être Roche, ça peut être Novartis. Donc ça, c'est des super nouvelles. Donc je pense que le 2.0, il va être bénéficiaire au-delà des États-Unis et de la Chine. Là, on va arriver dans une phase où la Suisse, l'Europe, potentiellement, peut aussi en profiter. Et les marchés émergents. Et d'ailleurs, on le voit, le marché est en train de tourner. La capitalisation boursière américaine a fait un top fin 2024. Et depuis, les autres pays sont en train de gagner du terrain. Pourquoi ? En partie parce qu'elles arrivent à bien utiliser l'IA. Comme tu dis, ce qui est intéressant, c'est surtout l'application spécifique à certains domaines. C'est marrant parce que tu as répondu à ma question. En fait, je voulais savoir qui sont vraiment les gagnants en fait, de l'IA. Pour toi, c'est vraiment ces entreprises qui arrivent à adopter l'IA ou
il y aurait aussi un gagnant du point de vue création de l'IA. Donc, quand je parle de création, je parle d'Anthropic, OpenAI, DeepSeek. On a aussi entendu que les Chinois copiaient en fait ou entraînaient leur modèle sur Anthropic. Donc, c'est vraiment, il y a une petite guéguerre qui se passe. Mais est-ce qu'on ne pense pas que les gagnants, c'est aussi ceux qui font du physique, c'est-à-dire des chips, par exemple? Google qui fait leur propre chip, etc. Je pense que la première phase, c'était beaucoup infrastructure, et c'est pour ça que je voulais mentionner que la deuxième phase, ça va être ceux qui l'utilisent, mais c'est un petit peu... je vais être obligé de faire une comparaison avec la bulle Internet. La bulle Internet, au début, les gagnants, c'était les entreprises qui ont investi je parle des gagnants en bourse, hein, c'est celles qui investissaient massivement en fibre optique. C'était l'obsession du moment. C'était plus pas les chips, les semi-conducteurs Nvidia. C'était la fibre optique. Il fallait amasser un maximum de fibres optiques. Au point que ils ont amassé tellement qu'il y en avait trop. Et du coup, il y a une déflation gigantesque du prix de la fibre optique. On a perdu presque 90% de valeur. Et du coup, celles qui avaient investi massivement en fibre optique, ça a été les losers, les perdants. Les boîtes télécom, etc. Parce que, quelque part, leurs marges se sont effondrées. C'était qui les gagnants ? C'est les boîtes, les sociétés qui ont réussi à utiliser la fibre optique, du coup, à un prix cassé. Comme le prix a baissé de 90%, ça donnait lieu à qui comme gagnant ? Amazon, eBay, Google, etc. Donc, les futurs gagnants de l'IA, peut-être qu'on ne les connaît pas encore. C'est peut-être pas les noms chinois que tu m'as mentionnés, ou c'est peut-être pas Nvidia. C'est peut-être une nouvelle vague qui va arriver et qui va utiliser toutes ces capacités IA au mieux et créer beaucoup de valeur. Donc c'est ça qui est passionnant. Et là, je parle du 2.0, mais on va avoir 3.0, 4.0. On a peut-être pour 10 ans, hein, et ça, c'est super. Tu parles de ceux qui gagnent et qui perdent en l'IA. Comment est-ce qu'on repère les morts vivants de l'IA ? C'est quoi les signaux d'alerte dans les chiffres, dans les communications, dans les comportements des dirigeants qu'on peut voir ? C'est très tentant, c'est très tentant, c'est presque obligatoire de nos jours. Je pense que si tu es un CFO ou le dirigeant, le PDG d'une société cotée, quand tu fais un conference call sur tes résultats trimestriels, tu es obligé de citer l'IA un maximum de fois. Parce que sinon, il y a des algos qui vont repérer que tu ne parles pas de l'IA et vont se dire « Ouh là là, celui-ci, il n'utilise pas bien l'IA ». Je pense qu'un des moyens de repérer, on va dire, les zombies dont tu parlais, c'est par exemple, ils n'arrêtent pas de mentionner l'IA, mais tu as les marges brutes qui n'arrêtent pas de s'effondrer. Ou ils n'arrêtent pas de mentionner l'IA, mais il y a un nouveau compétiteur qui vient d'arriver. Donc là, c'est à risque. Mais tu sais, il y a un truc qui est super intéressant aussi. Et si tu regardes depuis le début de l'année, les meilleures performances en bourse, c'est des sociétés qui sont les mieux protégées par rapport à la disruption de l'IA. Donc tout ce qui est vieille économie, donc typiquement des titres du secteur de l'énergie. L'IA va pas faire grand-chose sur leur puits pétrolier. Dans le secteur des matériaux, typiquement. Donc tout ce qui est avec des actifs qui sont pas obsolescents, qui vont être très difficiles à manipuler avec l'IA. Donc ça, c'est intéressant aussi. On voit que le marché commence à faire beaucoup de tri dans toutes ces valeurs. Et peut-être qu'on peut rediriger notre discussion vers l'investisseur. Là, on parlait très macro. Les marchés, ils sont à des niveaux historiques, hein, on le disait. Tout le monde se croit malin aussi en ce moment. C'est exactement dans ces moments-là que l'investisseur ou plusieurs personnes qui sont dans les marchés peuvent faire des erreurs. Et on se rend compte assez tard. Et moi, j'ai envie d'avoir ton avis. En fait, quelles sont les 2 ou 3 erreurs les plus courantes, les plus coûteuses que tu peux observer chez les investisseurs qui pensent battre le marché en ce moment ? Le problème, qui est surtout, d'ailleurs, c'est très masculin, hein, parce que les femmes, en général, sont des meilleures gérantes que les gérants. C'est très masculin, c'est qu'on a tendance à être surconfiant. C'est-à-dire que si on a des bonnes performances en bourse, on croit qu'on est super intelligent, et donc du coup, on fait des erreurs liées à l'excès de confiance. Et là, ce qui est hyper important, c'est connaître son vrai profil de risque. Quand on s'occupe de clients, c'est déjà super compliqué de savoir quelle est leur vraie tolérance au risque. Mais ça s'applique aussi à nous. Notre vraie tolérance au risque, on a beaucoup de mal à la connaître. On la connaît en général quand tout d'un coup, on se dit « Ouh là là, mon portefeuille, il a tellement baissé, je viens de perdre 4 mois de salaire en 2 semaines. » Et là, on se dit « Non, je peux pas supporter ça, je vends tout. » Et c'est là qu'on fait les immenses erreurs. Donc, je pense que connaître sa vraie tolérance au risque, c'est super important. C'est très difficile à faire, mais c'est hyper important. Et puis après, j'ai envie de dire, le pire tableau, le pire triumvirat, c'est quand on accumule effet de levier, concentration et illiquidité. Pourquoi ? Parce que quand il y a un actif qui est illiquide et puis que tout d'un coup, on a absolument besoin de récupérer son cash, qu'il y a un effet de levier
et qu'on n'est que sur quelques valeurs, on n'a pas le choix, on est obligé de vendre seulement quelques valeurs qui sont avec effet de levier et en plus de ça dans les marchés liquides. Et en général, ce triumvirat infernal, il est le plus à risque dans les périodes de forte baisse des marchés. Et donc ça, c'est absolument ce qu'il faut éviter. Donc si tu fais le mouvement inverse, il faut essayer de diversifier, d'avoir des investissements plutôt liquides et puis éviter, si possible, l'effet de levier. Et ouais, ça peut arriver, mais je pense que c'est aussi une question de timing. Je pense que certaines personnes investissent long terme, mais parfois on entend des nouvelles comme aujourd'hui, on se dit qu'est-ce qui arrive. Les ETF montent qui baissent quelque chose qui est censé être stable, qui ne l'est pas. C'est aussi, je pense, lié au fait à l'actualité. Et quand on parle d'actualité aujourd'hui, c'est très compliqué de se positionner, non ? Alors ouais, mais il y a une règle d'or qui est de rester investi et puis d'avoir cet horizon long terme. Ça, je pense que c'est la clé. Il n'y a personne qui a de boule de cristal, au final. Moi, je dis toujours, hein, il y a deux types d'économistes. Il y a ceux qui savent, qui ne savent pas, et il y a ceux qui ne savent pas, qui ne savent pas. C'est toujours très compliqué de pouvoir anticiper à très court terme ce qui va se passer. Par contre, celui qui a un plan, qui dit, voilà, moi, je sais que je peux supporter un portefeuille 60% en actions, 40% en obligations, avec peut-être un peu d'or à la place des obligues, et que je reste diversifié sur des ETF que je connais bien, avec une bonne liquidité, et qui supporte, ou il ou elle supporte les phases de tension, en général, les résultats sont très bons. Donc c'est ça qui est important, c'est d'avoir cet horizon long terme et puis de rester discipliné. C'est comme tout, hein. J'ai envie un peu de te poser une question humoristique peut-être, mais tu es CIO, donc CEO, je le précise, d'une banque privée suisse sérieuse, et tu publies des analyses sur le zodiaque chinois appliqué au marché financier. Je suis pas sûr que beaucoup de gens pourraient s'en tirer en ayant toutes ces informations. Donc le signe du cheval arrive et historiquement c'est une période médiocre pour les marchés actions. Alors on vend tout maintenant ou on attend patiemment le retour du bœuf ? J'avais publié ça parce que, c'était pour faire un clin d'œil au Nouvel An chinois. Puis deux, j'adore les chevaux, donc comme c'est l'année du cheval, je voulais le mentionner. Mais c'est vrai que c'est difficile. Il n'y a pas suffisamment de données d'ailleurs pour essayer d'établir un lien entre performance boursière et l'année du cheval, parce que l'année du cheval, c'est tous les 12 ans. Donc il y a 12 ans en arrière, d'ailleurs, c'était plutôt une bonne année. C'était en 2014, c'est plutôt une bonne année boursière. Les 12 ans avant 2002, là, c'était mauvais. C'était une année de récession aux États-Unis. Mais en 1990, c'était aussi l'année du cheval, c'était la guerre du Golfe. Tu vois, comme quoi, des fois, les signes zodiacaux, ça peut jouer. Mais en l'occurrence, c'était la guerre du Golfe, mais les performances boursières étaient positives à la fin de l'année. Non, c'est difficile d'établir un lien entre les deux. Je pense qu'il y a d'autres façons d'investir que de regarder le signe astrologique chinois. Ouais, parfois il y a la lune aussi, on peut regarder ce qui se passe avec la lune et l'or. Moi je voulais juste te poser la question de ta journée, en fait, comment ça se passe ? On a rarement l'occasion de parler à quelqu'un qui a une place importante dans le secteur financier en Suisse et dans le monde. C'est quoi tes journées en fait ? Comment tu commences la journée en sachant que tu postes tous les jours ? Tu fais plein de choses, je suppose que tu as des aides, tu as des personnes qui peuvent t'aider aussi. Alors j'ai une super équipe, on est 25 personnes à l'équipe d'investissement, alors pour gérer de l'argent, pour conseiller les clients, pour faire de la recherche. Donc ça c'est génial, et puis surtout j'ai une immense chance, c'est que en gros mon métier c'est un peu mon hobby, quoi. C'est-à-dire que c'est ma passion, donc je n'ai pas l'impression de bosser, et j'adore regarder les marchés, regarder ce qui se passe dans l'activité, essayer de comprendre ce qui se passe. Franchement c'est un luxe, quoi. Être payé pour pouvoir suivre l'actualité et en parler avec des clients, voyager, rencontrer des gens super intéressants, faire des choses comme aujourd'hui. Donc ouais, donc je sens pas la fatigue, parce que je fais ce qui me plaît. Et je pense que ça, c'est, quel que soit le domaine qu'on fait aujourd'hui, si on arrive à faire un métier dans lequel on se réalise, dans lequel on a vraiment de l'intérêt, de la passion, c'est génial, parce que du coup, on sent pas disons, les difficultés de la journée. Et puis après, quand on rentre à la maison, on est un peu plus sympa avec sa femme et ses enfants. Et puis, on peut faire d'autres trucs à côté. Comment tu t'es lancé en fait dans le secteur financier ? Je sais que tu es né en Grèce. Comment on passe de la Grèce à ici ? Entre-temps, je suis aussi passé par l'Afrique, etc. Puis je suis arrivé en Suisse à 15 ans. Je n'avais pas du tout envie de faire de la finance. Ma passion, c'était les chevaux. Et en gros, pour que mes parents me laissent monter à cheval, je disais, OK, je vais faire des études. Et puis, j'allais faire que stage. Comme ça va les calmer. Et puis, une fois, je suis tombé au milieu d'une salle des marchés. Et puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu as commencé en Suisse, du coup, à travailler ? Ouais. Mon premier stage, j'ai fait en 93. À l'époque, ça s'appelait UOB. Ensuite, c'est devenu la BNP. Voilà, stage neuf.
Non, je demande ça parce que bon, il y a plusieurs personnes qui peut-être commencent en fait à s'intéresser à la finance et qui voudraient juste savoir un peu le parcours de quelqu'un qui a réussi à s'imposer aussi dans un secteur qui est assez compétitif. Mais en partant de choses simples, l'éducation, c'est quand même le socle pour entrer dans certains milieux. Mais c'est aussi important d'avoir des entreprises qui nous poussent aussi à avancer. Ouais. Je pense que c'est pour ça que Mhm. je me demandais en fait ton parcours. À quel moment tu t'es dit, tiens, je peux aller plus loin en fait? Je comprends ta question, mais c'est un peu comme pour l'investissement, c'est que je savais exactement où je voulais aller. C'est-à-dire, je voulais faire le métier que je fais aujourd'hui. Donc, je me suis dit, je m'en fous. Il y aura peut-être pas un chemin, il y aura plusieurs chemins, mais je sais exactement où je veux aller. Je sais quelles compétences acquérir, quelle expérience emmagasiner. Je sais où je vais. Voilà. Donc ça, c'était en tout cas mon chemin. Par rapport à ta question sur aujourd'hui, ceux qui veulent se lancer, alors, j'ai créé quelque chose. J'ai eu la chance de pouvoir créer ça à la Banque 6. Ça s'appelle le 6 Research Lab. C'est que des jeunes, donc des stagiaires, des étudiants, des young graduates, comme on dit, hein, qui ont fini l'Uni, qui commencent. Et ils s'occupent de toutes les tâches liées à la recherche financière et l'amélioration de nos processus. Ils bossent comme des dingues, ils ont une productivité de malade, c'est des passionnés, je suis obligé de presque les mettre dehors le soir, ils bossent plus que moi. Et ils utilisent aussi les nouveaux outils de manière extraordinaire. Et ça, je trouve, c'est super positif. La plupart d'entre eux, ils viennent d'Uni Suisse, parce qu'on a aussi la chance d'avoir des universités fantastiques en Suisse. Non, ça, c'est hyper positif. Et qu'est-ce qui t'a passionné en fait dans l'investissement spécifiquement? Parce que moi, j'aimerais bien savoir un peu des anecdotes, tu vois, soit des erreurs, soit des choses positives que tu as tirées dans tes débuts. Je trouve ce qui est excitant dans l'investissement, c'est se dire « Ah, j'ai vu quelque chose que les autres n'ont pas encore vu ». Des fois, ça peut être génial. Alors, il m'est arrivé, si je prends une époque, j'étais dans une des plus grandes banques privées en Suisse, à Genève, et j'étais responsable de tout ce qui était analyse financière pour le secteur de la technologie. Et j'étais tombé sur une étude sur Google quand ils ont fait l'IPO, et ça avait super bien marché. Voilà. Après, on peut faire des erreurs gigantesques. Donc, par exemple, en 2004, j'étais persuadé que les smartphones à l'époque, tu te souviens, il n'y avait rien dessus. Hein, tu pouvais juste téléphoner, recevoir un SMS au mieux. Il y avait le jeu Snake aussi. Et il y avait un petit jeu, voilà. Et après, je m'étais dit, bah non, j'avais lu quelque chose sur le smartphone. Le smartphone, un jour, peut-être qu'on allait pouvoir voir la télé, qu'on allait pouvoir voir des emails, avoir des applications sur un téléphone. Et je me dis, mais c'est génial, ce truc, ça va être monstrueux. Et donc, je me dis, là, j'ai vu quelque chose que peut-être que tout le monde n'a pas encore vu. Allez, il faut y aller. Comment je vais jouer ça? Et j'ai recommandé aux clients un titre qui s'appelait Palm Pilot. Palm, c'était le premier smartphone. Donc, ma thèse d'investissement était super juste, super en avance sur le cycle, mais C'était pas la bonne boîte. c'est pas la bonne boîte. Ouais. Heureusement, j'avais un espèce de stop loss à moins 30%, donc j'ai dit, je suis désolé, je me suis trompé. Un grand moment de solitude quand j'ai fait sortir les clients de ce titre. Heureusement, après, j'ai compris qu'Apple allait pouvoir peut-être faire bien sur le smartphone, donc je suis un peu rattrapé avec ça. Mais ça montre que, c'est super excitant d'essayer de trouver des tendances. Deuxièmement, attention quand on repère des tendances, parce que on n'a pas toujours le bon véhicule pour les jouer. Et aussi, tu as une approche très éducative, en fait, dans tout ce que tu écris aussi en ligne. Nous, c'est important, en fait, c'est pour ça qu'on fait aussi ce podcast, c'est pour parler éducation d'abord. Ouais. C'est le socle, comme on disait avant, de l'investissement. Après, sans savoir où on va, on ne peut pas vraiment investir, mais on doit aussi avoir une base. Toi, en fait, c'est quoi ton approche avec le partage du savoir? Alors, premièrement, l'éducation financière, je trouve que ça devrait être presque obligatoire à l'école. Parce que quel que soit le métier qu'on fait, si on est à la pharma, on travaille dans un supermarché ou je ne sais quoi, pouvoir faire fructifier son épargne, ça change beaucoup de choses. Et donc, je trouve qu'on devrait avoir une éducation financière obligatoire dès l'école, premièrement. Deuxièmement, la raison pour laquelle je partage beaucoup de choses, c'est la suivante. C'est que pour vraiment maîtriser un sujet, il faut pouvoir l'expliquer hyper facilement. On dit qu'il faut être capable de l'expliquer à un gamin de 8 ans. Et donc, c'est un peu égoïste, mais tout ce que je partage me sert énormément. Parce que ça me force à comprendre le sujet à un point de pouvoir l'expliquer simplement. Et en plus de ça, quand on parle des réseaux sociaux, c'est le meilleur juge. Quand on fait un post qui n'est pas bon, il n'y a pas beaucoup de likes, il n'y a pas beaucoup de vues, on le sait tout de suite. Si on fait un post qui est bon, le jury, il est mondial. Et donc, on peut avoir des milliers de likes, des centaines de commentaires, et ça veut dire qu'on a réussi, quelque part, à bouger les lignes,
à amener l'intérêt des gens qui suivent, qui sont sur les réseaux pour un sujet particulier. Donc ça a plein d'avantages et l'éducation, c'est la base, quoi. Et puis c'est aussi un moyen aussi de rendre, hein. Moi, j'ai des gens qui me suivent, qui sont au Bangladesh ou en Inde, qui disent merci d'avoir publié tout ça, ça m'a aidé, etc. Ben, c'est top, hein. On ne fait pas que de la finance pour gagner de l'argent et faire gagner de l'argent aux autres, hein. On est aussi là pour partager du savoir. Donc ça, c'est super sympa. Et peut-être pour résumer un peu toute notre conversation, est-ce que tu pourrais nous expliquer, comme un gamin de 8 ans, qu'est-ce que c'est l'investissement et pourquoi faut-il investir ? Ben, il faut investir, premièrement, parce qu'au fil du temps, dans la plupart des pays, l'argent perd de sa valeur. Si on revient à mon point sur le débasement monétaire, c'est que si on laisse l'argent sous un matelas, et on se dit c'est super, j'ai laissé une liasse de billets sous un matelas, 20 ans, 30 ans plus tard, on reprend cette liasse de billets, malheureusement, elle a perdu beaucoup de son pouvoir d'achat. Et donc, le seul moyen de préserver ce pouvoir d'achat, c'est d'investir. Donc ça peut être investir dans des obligations, investir dans des actions, la pierre évidemment, l'or, ça peut être des cryptos, enfin il y a beaucoup de choses qui permettent à long terme de faire fructifier son argent. On est dans un cas un peu spécial en Suisse parce que comme on est dans un pays où il y a moins de débasement monétaire qu'ailleurs et on a une devise très forte, on a moins d'inflation, donc c'est moins dramatique. Mais si on regarde sur une très longue période, c'était essentiel d'investir pour préserver son pouvoir d'achat. Le pire, c'est que si tu es suisse et il y a 30 ans, tu avais une liasse de billets de sterling ou de dollars sous un coussin, et tu la trouves aujourd'hui, non seulement le dollar et le sterling ont perdu le pouvoir d'achat dans leur propre pays, mais en plus de ça, ils sont effondrés par rapport aux francs suisses, puisque dans les années 80, il fallait 4 francs suisses pour acheter un dollar, et il fallait 10 francs suisses ou 11 francs suisses pour acheter un sterling. Donc ça montre l'importance d'être investi dans des actifs productifs ou des réserves de valeur. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir Merci partagé à toi. tout ça. J'ai quelques questions qu'on aime bien poser à la fin, des questions rapides comme ça, un peu rigolotes. Prise de position éclair, 30 secondes maximum la réponse, ça te va? L'IA intégrée dans les toilettes connectées. Toto LTD qui pousse le concept à son paroxysme. Signale que la bulle IA a atteint son sommet ou opportunité de génie que personne n'ose saisir. Non, mais ça, c'est typique c'est typique on va dire, du buzz. Mais j'ai envie de dire, en ayant vécu la bulle Internet, je peux te garantir que le top de la bulle IA, tu verras par exemple un nombre incroyable d'IPO, d'entrées en bourse avec des gens qui te promettent des choses incroyables. Pour l'instant, on n'est pas là. Donc j'ai envie de dire, oui, c'est un petit peu embêtant, mais on est bien loin des excès de la bulle Internet. Bloomberg et LinkedIn tombent en panne pour toujours demain matin. Vous faites quoi de vos journées ? J'ai presque envie de dire génial. J'ai beaucoup plus parlé. Je pense que tous, on va beaucoup plus avoir des discussions, y compris en famille, à table. Il n'y aura personne qui sera sur son écran. On va beaucoup plus parler avec ses amis, etc. Donc on va plus parler, on va plus lire aussi, parce que ça devient de plus en plus difficile de lire un bouquin. Et puis peut-être mieux dormir. Voilà. L'actif financier le plus absurde que tu aies jamais vu quelqu'un acheter et que tu assumes complètement? Les nombreux titres qui étaient dont tout le monde pouvait voir qu'ils étaient en train de s'écrouler, de disparaître. Mais comme l'être humain a toujours cette capacité à spéculer, à croire que quelque chose qui valait 100 et qui vaut 1 peut revenir à 100, le fait acheter dans les derniers jours d'existence. Donc il y a eu Enron, il y a eu WorldCom, il y a eu Lehman Brothers, il y a aussi une banque suisse. Où, dans les derniers moments, il y avait encore des acheteurs. Voilà, ça c'est et pourtant, ça semble évident que malheureusement, ça va aller à zéro. Mais l'appétence au risque fait que les investisseurs sont les derniers acheteurs d'un titre qui malheureusement va à zéro. Si tu es nommé gouverneur de la Banque nationale suisse, ça arrivera peut-être, demain matin, c'est quoi ta première mesure radicale? Alors ça n'arrivera pas parce que c'est peut-être le travail le plus difficile du monde, parce qu'on a la devise la plus forte du monde. La chance qu'on a, c'est qu'on a une banque nationale qui est fantastique. Je pense qu'on a eu des grands gouverneurs, Jean-Pierre Rothe, Hildebrand et puis l'actuel. Je pense qu'ils font un travail, ils font un travail remarquable. Par contre, il y a peut-être une chose que je ferais, c'est comme de toute façon notre devise va continuer à s'apprécier, on va devoir devenir encore plus compétitif. Et donc, je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas une espèce de fonds souverain qui investissent, qui donne la chance à des startups dans la technologie, dans l'IA, dans tout ce qui est énergie renouvelable, pour nous donner encore plus de chances de rester compétitifs.
La Norvège fait ça. Je trouve qu'en Suisse, on devrait faire ça aussi. Donc peut-être une chose que je changerais, c'est qu'une partie de l'immense bilan de la BNS de 800 milliards aille sur des investissements productifs locaux. Voilà. En tout cas, si l'actuel gouverneur nous écoute, c'est une proposition, voilà. En tout cas, on l'a proposé. Charles-Henri, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode avec nous. Pour les auditeurs et auditrices qui veulent continuer à te suivre, on peut aller sur LinkedIn, c'est ça, sûr, et d'autres endroits aussi. Qu'est-ce que t'aimerais dire en fait comme dernière phrase? C'est ça la beauté de LinkedIn, c'est que c'est ouvert à tout le monde, et puis voilà, on peut me contacter par message ou juste liker ou commenter un post, et puis voilà, si on se croise dans la rue parce qu'on habite dans un village, je suis aussi ravi de pouvoir discuter de visu. Super, merci beaucoup. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer si vous allez sur le profil de Charles-Henri Monchot sur LinkedIn. Merci encore d'avoir participé à notre épisode. Et pour celles et ceux qui veulent passer à l'action sur leurs investissements, Swissquote, le lien est dans la description. On a beaucoup d'autres épisodes et beaucoup d'autres podcasts sur nos chaînes YouTube et Spotify et Apple Music et plein d'autres. Vous venez d'écouter Unlocked, présenté par Swissquote. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez-nous 5 étoiles et partagez-le à quelqu'un qui pense encore que la finance, c'est réservé aux experts. Parce qu'après ça, il n'aura plus d'excuses. À bientôt, merci beaucoup. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.